Le générique vous a pratiquement informé. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle production de The Guest sur votre chaîne de télévision. Le nom de l'invité s'est déjà affiché. Il est dans notre fauteuil bleu ce soir. Le président Cabral Libye, président national du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est même président du réseau des parlementaires de sport. Il est avec nous pour 90 minutes d'échange au cœur des grandes questions d'actualité, au cœur de ses propositions personnelles, celles les plus évoquées ces derniers temps concernent ce qu'il a baptisé le fédéralisme communautaire qui fait grand bruit en attendant l'apparition très prochaine d'un livre particulièrement consacré à cette notion et à sa vision. Mais on parlera comme d'habitude de sport et beaucoup d'autres sujets d'actualité. Président Cabral Libye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Jean-Jacques Zé, que j'ai le plaisir de retrouver dans une autre enceinte. Je dis bonsoir à vos téléspectateurs, en contact desquels je suis pour la première fois, parce que c'est la première fois que vous me faites l'honneur de m'inviter sur ce plateau. J'espère que nous aurons un échange édifiant. On vous dit grandement merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas évident compte tenu de votre agenda très chargé. Je voudrais commencer par la casquette de responsable du mouvement sportif au Parlement camerounais. Cette semaine a plutôt été heureuse. On a vu le ministre de l'État, secrétaire général, le président de la République, conduire des délégations pour visiter les sites et on apprend que c'est la satisfaction totale. Il y a également eu cette signature de l'accord cadre qui nous donne enfin le droit d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Concernant cette Coupe d'Afrique des Nations et cet accord cadre qui a été signé cette semaine, vous dites comme beaucoup de Camerounais, ouf, enfin? Alors, je commencerai par l'inflation communicationnelle qui a été faite autour de l'accord cadre. Je crois même avoir fait une sortie là-dessus. C'est un document à la vérité banal. Absolument. C'est-à-dire lorsqu'on vous accorde l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le document en question est un document qui renferme des engagements liés à la façon dont ça doit se passer. Par exemple, on va vous dire qu'il faut que vous veilliez à ce que le temps qui s'écoule entre le départ d'une équipe de son hôtel pour le stade où le match doit se jouer est de 12 minutes. On va vous dire que voilà, il faut qu'une voie soit libre avant le match, les 2 heures ou les 3 heures ou les 4 heures qui précèdent le match, et ainsi de suite. D'ailleurs, il faut que les Camerounais sachent que ce ne sera pas qu'agréable. Parce que déjà, si on prend une ville comme Douala, où les voies routières n'ont pas été faites, en tout cas comme cela devait être le cas, il faut que les gens sachent que souvent, les jours de match, ça va être coupé pratiquement de 10 heures à 23 heures. Les gens ne pourront pas circuler. Et là, il faut commencer une communication relative. Il faut déjà je ne sais, des plans de circulation et une communication. Peut-être ils attendaient justement de signer l'accord cadre, peut-être pour prendre connaissance de cela, mais à la vérité, ils le savent déjà. Ça se fait pour toutes les cannes. Donc, je ne sais pas... La communication qui a été faite autour du document, vous dites que c'est une mauvaise communication de cet accord cadre. Non, on l'attendait comme on attendait un acte de naissance. En revanche, il y a eu un glissement aussi dans la signature de ce document. Ce qu'on ne dit pas aux Camerounais, c'est que le glissement était dû au contentieux qu'il y a à la Fédération camerounaise de football. La question qui était posée était celle de savoir, est-ce que l'actuel président de l'Africafoot, au regard de tous les contentieux qui entourent sa position ou sa situation, devait-il être habilité à signer ou pas? Parce qu'il est par ailleurs également, je crois, vice-président de la CAF, ainsi de suite. C'est ces petits cafouillages-là qui ont donné lieu à ces petites embrouilles que l'on a vécues. Mais, puisque vous avez évoqué la visite des stades, vous savez, chaque fois qu'on parle des infrastructures de football, notamment depuis qu'on parle de Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours ces deux visages. Il y a le visage de l'émerveillement, mais également le visage, celui qui m'intéresse le plus, de la gabégie Commençons par et de la tristesse. Commençons par l'émerveillement qui semble avoir frappé beaucoup de Camerounais. Commençons par l'émerveillement, c'est la verdeur du gazon. Enfin, parfois, les gens sont émerveillés que le gazon soit vert. Un gazon qu'on vient de planter et qu'on arrose, on fait comme si c'était extraordinaire que le gazon pousse. C'est normal. Non, mais enfin,
c'est pour rire. Globalement, lorsqu'on vous montre, par exemple, le stade de Japoma, c'est à juste titre que ce stade peut aujourd'hui, justement, être classé parmi, je crois, les 10 meilleurs du monde, quelque chose comme ça. Ça se comprend. Moi, j'ai visité le stade de Japoma déjà à une époque, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit à ce propos? Vous vous souvenez certainement des images avec certains, le gouverneur et autres. Moi, j'avais visité ce stade. Bien que je ne sois ni footballeur, ni un expert en bâtiment, vous savez, ce qui est bien fait est bien fait. Quand vous voyez comment c'est construit, je l'ai visité de fond en comble. J'ai visité le stade de Garoua, par exemple, qui lui est achevé depuis très longtemps. Celui d'Olembe, en revanche, c'est la catastrophe. J'y étais récemment. Et aujourd'hui, personne ne peut vous garantir que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer sur ce stade. Mais justement, voyant de loin, celui de Japoma, c'est bien. Même dans l'extraordinaire, à supposer que celui d'Olembe, tout au moins, la partie utilisable pour le tournoi, ce sera forcément, comment je veux dire, ce sera normal que ça émerveille. Mais la vérité, elle est ailleurs. Et c'est ça qui est triste. Le stade de Japoma ne s'appelait pas stade de Japoma. Le projet de Japoma ne s'appelle pas stade. Il s'appelle complexe sportif. Et le montant de 150 milliards, ce n'était pas pour le stade, c'était pour le complexe. Olembe ou Japoma? Japoma, je dis bien. Japoma. Parce que tous les jours, je le dis encore, sur l'aire de jeu, l'infrastructure pour le football, à Japoma, c'est bon. Je pense même qu'il y a beaucoup de compétitions internationales qui se jouent là-bas. Les filles parfois même, les Lions ont joué aujourd'hui. Je ne parle même pas des Lions indomptables. Il y a même des matchs étrangers, des matchs qui opposent deux pays étrangers qui se jouent à Japoma, parfois sans même que les populations à Douala ne soient au courant. Il y a des matchs amicaux qui se jouent là-bas, des pays étrangers. C'est un stade sollicité. Parce que c'est une infrastructure absolument moderne. Mais je le dis encore, oui, c'est bien. Mais je dis, il y avait un complexe. Pourquoi on ne nous montre jamais les images de la piscine olympique? Pourquoi on ne nous montre jamais les images des cours de tennis, des terrains de basket, des gymnases qui doivent être là, des terrains de volley? Pourquoi on ne les montre pas à Japoma? Il faut qu'on nous dise à quel niveau se trouvent les travaux, puisque les 150 milliards ont été débloqués. Parce que si on veut utiliser l'infrastructure sportive comme l'écran de fumée, qui va nous empêcher de voir la gabégie qu'il y a derrière, qui est en cours derrière. Mais là, c'est absolument criminel. Pour le cas d'Olembe, venons-en. Lorsque j'y suis allé pour une visite inopinée et que j'ai fait ma sortie, que n'ai-je entendu? Voilà la gabégie organisée à ciel ouvert. On vous dit, un stade va coûter un complexe sportif. C'est-à-dire l'infrastructure pour le foot, 2 stades, je crois, annexes, cours de tennis, piscine olympique, gymnase, et tout ce que vous voulez, hôtel de 60 chambres, centre commercial, 3 salles de cinéma. On vous dit tout cela va coûter 163 milliards. On concède à une entreprise nommée Piccini de construire. Un matin, on nous dit que cette entreprise a arrêté de travailler. Pour l'encourager à travailler, on lui donne 4 milliards. Et au moment où l'entreprise arrête de travailler, elle nous informe qu'elle a déjà utilisé 113 milliards sur les 163. Donc il reste 50 à tirer de la banque italienne qui finançait. Lorsqu'ils arrêtent les travaux, pour les flatter, disons-le prosaïquement, le gouvernement leur donne 4 milliards. Ils prennent les 4 milliards, selon ce qui nous a été annoncé, ne reprennent pas les travaux et finalement, on les vire. Ils sont donc à 117 milliards. Lorsque l'entreprise McGill arrive, il faut donc que McGill trouve les 50 milliards restants pour continuer les travaux. On réévalue l'enveloppe. Ça passe de 50 à 55 milliards. McGill se met au travail. Quelque temps après, McGill arrête les travaux. On leur donne en 2 tranches 11 milliards. Parce qu'il fallait trouver les 50 milliards à la Standard Chartered Bank. En attendant, on leur donne 11 milliards. On est parti tout à l'heure de 117. Plus 11, on est à 128. Tout récemment,
On leur a débloqué donc les 50 milliards. Je pense qu'ils ont pris 30% ou 40%, donc ils vont consommer les autres 55 milliards. Alors si vous faites 100, on était à 117 je crois, plus 11, on est à 128, 128 plus 50, ça fait 178, plus 5, ça fait 183 milliards. Et nous en sommes donc déjà de consommer à pratiquement 150 milliards sur les 183 milliards. Sauf que si vous allez à Olembe, comme j'y étais, non seulement même l'infrastructure de football, qui devrait pouvoir servir d'écran de fumée, comme c'est le cas à Japoma, n'est pas achevée. On n'est même pas sûr qu'elle va être achevée. On indique ce côté qu'il n'y a que les écailles de pangolin qu'il faut. Mais même ces écailles de pangolin, c'est à peine posé. Parce que vous voyez la façade avant. Ben c'est à peine posé à 40%. Moi, j'ai vu ça de très près. Mais d'ici novembre, ce sera achevé. Mais monsieur Zé, je suis en train de vous dire que le problème, ce n'est pas ce qui va se passer d'ici novembre. Je tiens à rappeler que je suis de ceux qui, depuis des mois en tout cas, ont pris position pour qu'il y ait la CAN. Parce que pour moi, une compétition sportive de cette envergure, nonobstant ce que je pense du régime en place et de celui qui en est à sa tête, que je veux remplacer depuis 2018, et mon ambition n'a pris aucune ride et n'a pas bougé, il demeure que, par les moyens qu'il sait se doter, dont il sait se doter, il est là, il nous dirige, et que de toute façon, ce n'est pas sa canne à lui. Il y va du rayonnement du Cameroun, il y va de la visibilité, de la respectabilité du Cameroun, il y va de la fierté partagée par tous les Camerounais. Vous répondez là à ceux qui ont estimé, après votre sortie de septembre, que vous faites partie de... Il y en a qui pensent que lorsqu'on dit qu'il faut la canne, ça veut dire qu'on est je ne sais trop quoi ou quoi. Ben écoutez, c'est même pas une question de patriotisme, c'est une question de fierté. Ben si vous voulez, mettez-y du patriotisme aussi. Mais c'est une question de fierté nationale. Parce qu'on va parler du Cameroun en bien. Cameroun, que moi je veux diriger plus tard, ben je veux effectivement être fier de dire que ce Cameroun a organisé une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Alors là c'est clair, vous êtes pour la CAN. Celle-ci. Oui, mais c'est pas nouveau ça. Mais je dis encore, monsieur Jacques Zé, quand bien même il réussirait donc à consommer un peu plus de 150 milliards et de nous livrer pour fin novembre, ce qui est difficile parce qu'ils doivent nous livrer un stade couvert en passant. On en est loin encore. Quand même il réussirait, je veux qu'on me convainque que c'est avec les 30 milliards restants qu'on va finir l'hôtel de 60, le centre commercial et tout ce qui va autour. Mais lorsque vous allez à Olembe, tout le reste de la superficie foncière qui doit accueillir les gymnases, les piscines, elle est complètement en friche. Sont entreposés là-bas les conteneurs, des engins, ainsi de suite. Toutes choses qui vous démontrent que eux-mêmes ils nous ont dit que tout ne serait pas fini d'ici la CAN. Mais la question, elle est là, elle demeure. Et aujourd'hui, je passe le temps à le dire. Voilà la gabégie qui accourt. Les gens font comme s'ils n'entendent pas. Parce que eux, ils sont en train de vouloir effectivement manipuler les Camerounais en disant, voilà, on va vous brandir les trophées des infrastructures footballistiques. Ben, ils sont en train de se goberger comme ils en ont l'habitude. Et c'est de la criminalité qui est en train de se faire à ciel ouvert au prétexte de la CAN. Et moi, je ne cesserai jamais de le dire au Cameroun. Alors, votre sortie du 15 septembre dernier, on a regardé la vidéo après votre descente sur le terrain. 48 heures plus tard, le ministre des Sports a réagi. Après une descente également sur le terrain, il y a eu le président de la CAF qui est passé là. Je vais vous proposer, c'est 1 minute 30 secondes, d'écouter la réaction du ministre des Sports, vous répondant un mot à peine voilé, le ministre des Sports. C'est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et puisque vous me parlez de sentiments, de ressenti, je dois dire que paradoxalement, au moment où des visiteurs étrangers, des observateurs avertis et experts sont émerveillés et ne cachent pas leur émerveillement, comme ce fut le cas lors de visites, par exemple, au complexe sportif de Japoma, il est tout à fait paradoxal et pour le moins curieux que une frange de l'opposition camerounaise, qu'on ne pourrait pas dire autre qu'anti-patriote, et disons les choses telles qu'elles sont, malveillantes,
soit la première à dénigrer des infrastructures dans lesquelles le gouvernement camerounais a investi autant de moyens, de ressources financières, humaines, logistiques. Pas pour seulement la jeunesse camerounaise, mais la jeunesse africaine. Et même pour la fierté de l'Afrique tout entière. Nous avons entendu le président de la CAF dire « Les Camerounais ont à être fiers d'une telle infrastructure ». Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moëlle Kombi, lorsqu'on l'écoute, on vous classe parmi ceux qui dérangent. D'abord, si vous observez bien votre vidéo, on lit la détresse dans ses yeux. Il est peut-être fatigué, juste, hein, après une dure journée de travail. Je pense que vous êtes suffisamment lucide pour pouvoir distinguer la détresse de la fatigue. Moi, je vous dis qu'on y voit de la détresse. Et je sais par quoi il est passé, le pauvre ministre des Sports. Notamment pour le match contre le Malawi. J'espère que vous savez comment il l'a fait. Il a été abandonné à 2 jours du match par le groupe McGill, qui par un chantage absolument ubuesque a décidé de ne pas leur donner le stade. Il a dû travailler nuitamment. Je crois qu'il a dû tirer de son ministère, des caisses de son ministère, une vingtaine de millions ou un peu plus d'ailleurs, pour que des sous-traitants puissent travailler une façade que vous avez vue à la télé, d'ailleurs je ne suis même pas sûr que vous l'ayez vue, puissent travailler jour et nuit avec des centaines d'ouvriers camerounais qui ont travaillé au chalumeau et tout ce que vous voulez pour peindre cette affaire, organiser ce que moi j'ai appelé le spectacle des sépulcres branchis à Olembe. Donc c'est un ministre en détresse. Et moi je ne voudrais pas commenter sa détresse. Je l'ai bien suivi, je ne sais même pas de quoi il parle. Moi je suis allé à Olembe parce que j'avais eu l'information que les travaux étaient à l'arrêt. Et lorsque je suis allé à Olembe, j'ai constaté qu'effectivement les travaux étaient à l'arrêt et que l'entreprise adjudicataire, en tout cas, était en vacances. Et je me suis indigné de ce que pendant que nous attendons une CAN en janvier, avec des infrastructures que nous devons livrer en novembre, l'adjudicataire est en vacances. Mais en fait, ceux qui sont allés avec le ministre ont dit le contraire. Mais en vous traitant de... Ce n'était même pas des vacances, c'était du chantage. De BTP. C'était du chantage. Et que vous ne pouvez pas, vous, dans votre position, savoir ce qui se passe et comment on mène ce genre de chantier. Mais, monsieur Jean-Jacques Zé, quand je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai visité le stade de Japoma à l'époque, et que j'étais accompagné des ministres et du gouverneur, et que j'avais dit que c'était bien fait, à ce moment-là, personne ne m'a disqualifié au prétexte que je n'étais pas un expert du bâtiment. Et lorsque je vais à Olembe et je dis que c'est absolument ridicule ce qui s'y fait, et que le gouvernement est ridiculisé et en tête, lui, le ministre des Sports, il est complètement ridiculisé. Où est le courage qu'il a eu pour congédier Piccini? Pourquoi il ne l'a plus face à McGill, qui le ridiculise justement? Parce qu'il s'est battu comme un beau diable pour leur donner 11 milliards de francs CFA, leur arrachant la promesse qu'ils vont acheter du matériel pour poser les écailles de pangolin. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont partis en vacances. Lui qui n'était même pas d'accord qu'on leur donne de l'argent sans gréver le montant de 11 milliards qui leur a été donné entre-temps, parce que notamment ils l'ont emprunté à CCA Bank. Ben voilà, dans quelle situation il est. C'est pour ça que moi je vous dis qu'il est en détresse. Donc moi je suis même compatissant en réalité. Moi quand je suis même allé à Olembe, parce que je vois comment il se bat, comment il se démène. Quand j'ai vu, et moi je l'en félicite d'ailleurs, quand j'ai vu ce qu'il a fait pour sauver la face du match contre le Malawi, moi je l'en félicite. Bon, maintenant il était sous programmation, il devait porter le chapeau qu'il ne doit pas porter, parce qu'à la vérité, moi je ne suis pas là pour m'attaquer à lui. Justement, cette je ne suis pas là. De chapeau à porter. Ils font, eux seuls, ils savent, là-bas, dans leur cafouillage, ce qui se passe. Moi, ce que je veux, et je l'ai dit quand je suis sorti de Lembe, c'est que nous voulons la CAN. Nous voulons que le stade soit construit. Et que si l'entreprise, notamment l'adjudicataire qui était en vacances, nous fait du chantage, il est même démontré aujourd'hui que ce stade est en train d'être construit par les sous-traitants. Et c'est ce que j'ai dit quand je suis sorti d'Olembe. Lui qui a pu sauver le match du Malawi avec les sous-traitants, pourquoi il n'a pas le même courage lorsque désormais le financement de 55 milliards est disponible? Alors c'est sous-traitants qu'il a mobilisé nuitamment en leur donnant l'argent du ministère pour sauver le match contre le Malawi. Pourquoi il n'a plus le courage,
Où sont partis ces couilles? Maintenant que les 55 milliards sont là, pour leur faire la même confiance qu'il ne leur fait que la nuit. Mais en journée, il vient à la télé et fait la comédie qu'il fait là. Moi, je vous le dis, c'est des propos de détresse. Lorsque vous menez cette action, en tant que président du PCRN, J'ai mené cette action en tant qu'élu du peuple, vous êtes élu, député de la nation. Justement, vous n'avoir pas encadré tout cela dans une action parlementaire. Vous êtes président du réseau quand même. Le Parlement semble être un peu indifférent. Vous dites qu'il y a certainement gabégie, mais c'est des sujets qui appelleraient une bonne action parlementaire. Ben absolument. Notamment le réseau que vous dirigez. J'ai d'ailleurs résolu de saisir le président de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait institution d'une enquête parlementaire sur ces infrastructures. Et ça, je vais le faire. J'ai résolu déjà de le faire. Je vais le saisir par écrit. Là, on va à cette session pour qu'il y réfléchisse. Ben, évidemment, c'est lui qui décide. Si le beau temps touche, c'est son choix. Mais moi, je vais jouer le rôle qui est le mien en lui disant, aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale, je suis en position de porter la voix du peuple et on ne peut pas laisser ça faire. Bon, je ne peux pas aller, je ne peux pas faire plus que ça. Le jour où je serai président de la République, évidemment, ce genre de choses ne se feront pas. Mais pour l'heure, je représente le peuple. Et à ce niveau-là où le peuple m'a placé, je peux interpeller ceux qui ont le pouvoir de faire certaines choses. Et c'est ça qui compte pour moi. Donc je le dis encore, moi, que ce soit le ministre Moele Kombi ou un autre, ou qui que ce soit, ce que je veux, c'est que, et quand je dis ce que je veux, je parle au nom du peuple camerounais. Même ici dans votre chaîne, vous avez certainement fait des vox pop. Vous avez vu comment les yeux des Camerounais brillent chaque fois qu'ils vous disent qu'ils ont hâte d'accueillir les étrangers. C'est une fierté partagée, Monsieur Jean-Jacques Zé. C'est d'ailleurs pour ça que moi, bon, maintenant je ne sais pas de quoi il parle. Il dit qu'il y a une opposition qui dénigre les stades, je ne sais pas trop quoi. Non. Enfin, ça ne me regarde pas. Parce que lorsqu'on dit aux gens que les écailles de pangolin sont posées et que vous êtes là, vous voyez qu'il n'y en a pas pour 40%. Le dire, ce n'est pas dénigrer. Lorsque vous dites que vous avez fait un match contre le Malawi et que vous avez été obligé d'aller démonter des goals ailleurs pour avoir des goals de réserve, comme le dit la réglementation, ça, ce n'est pas le dénigrement. Lorsque vous entrez dans un stade et que vous voyez qu'il y a des choses qui ont été posées nuitamment juste pour la caméra, ça se voit. Lorsque vous entrez dans une infirmerie où il n'y a pas de lit, il n'y a rien, ça se voit. Donc, tout ce que nous, on veut, c'est que non seulement l'infrastructure footballistique soit prête, mais surtout qu'on nous donne des garanties que le complexe sera achevé. D'ailleurs, M. Jean-Jacques Zé, là j'ai compté les 183 milliards, par exemple, pour le stade d'Olembe. Mais vous n'oubliez pas que les ministères, globalement, et là, il n'y a pas que son ministère, ont passé des marchés, je crois, de près de 250 milliards pour la CAN. Parce qu'il n'y a pas que le ministère des Sports qui est concerné. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une partie de cet argent dans ces fameux emprunts obligataires qui font l'objet de yo-yo au ministère des Finances. Il y a une partie de près de 180 milliards qui était concédée à ça. Mais je ne sais pas la dernière fois que vous êtes arrivé à Douala. Tiens, pendant qu'on y est. Ben, on nous a beaucoup parlé de pénétrante, non? À pénétrante Est, dans la ville de Douala. Ouest. Vous vous rappelez certainement qu'il y a eu beaucoup d'agitation à un moment à l'entrée de Douala. Ben, faites-y un tour demain. Vous verrez que les engins ont foutu le camp. Beaucoup évolué. Je pense que c'est abandonné, c'est-à-dire c'est clair maintenant qu'on n'aura pas deux voies à l'entrée de Douala. Et vous vous imaginez donc ce que ça va causer comme désagrément. Parce qu'en fait, si on fait deux voies à l'entrée de Douala, c'est pour qu'une voie soit réservée aux compétiteurs et au staff de l'organisation de la CAN pour que les engagements contenus dans l'accord cadre qui a été signé soient respectés. Maintenant qu'il n'y a donc pas deux voies et qu'il y a une seule, vous savez ce qui va se passer. Elle va être coupée aux usagers. Et elle ne va être réservée qu'aux compétiteurs. Donc, oubliez que pendant ça va être très difficile. Alors, aujourd'hui, il faut quand même qu'ils nous donnent des explications là-dessus. Pourquoi c'est arrêté? C'est l'argent qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas ce chantier évoluer jour et nuit? Est-ce qu'on l'aura d'ici novembre? Que non. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Et comme à chaque fois, ça finira par des révélations d'ici peu de que tel a volé tant, hélas. Pour parler justement de l'un des sujets sport qu'on a évoqué à l'entrée, la visite des sites par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avec une délégation d'anciens footballeurs camerounais et africains de façon globale. Il y a une polémique autour de tout cela. Vous êtes à la tête du réseau de parlementaires du sport. On s'attendait quand même pour que vous parliez, que vous représentiez le peuple, qu'on retrouve un de vos représentants, sinon vous-même. Ah ben, écoutez, j'ai découvert effectivement les expéditions de visite, comme vous à la radio et à la télévision. Ben, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on mette le peuple à l'écart? Mais il y a des raisons.
S'ils étaient si fiers de cela, ben, ils s'empresseraient d'associer les élus du peuple pour leur dire, ben, écoutez, voilà ce qui est fait. Bon, moi, en l'occurrence, je suis président exécutif du réseau des parlementaires pour le sport. Ben, il est logique, effectivement, il aurait été logique qu'on m'associe à de telles expéditions. Tout au moins pour que je puisse, moi aussi, leur poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi se passe cela? Donc, ils ont décidé de le faire en boucle, comme ils l'ont fait. Je vois d'ailleurs certaines saillies de journalistes. Je crois qu'il y a un ancien journaliste à CRTV, M. Jean Lambert, je ne peux pas le citer, qui lui, bon, a fait une sortie plutôt incendiaire à l'adresse, en tout cas s'indignant de ce qu'on a pu trouver comme journaliste. C'est un pigiste d'une radio internationale, bien connue par ailleurs, ou d'une télévision internationale. Bon, c'est des choix. Pourquoi lorsqu'il faut donc associer, on associe des gens qui viennent de loin? Ben, vous savez, il y a un dicton qui dit « à beau mentir qui vient de loin ». Moi, je peux l'inverser en disant on peut facilement mentir à qui vient de loin. Donc, c'est peut-être plus facile de faire venir des gens et de leur montrer des façades, parce que de toute façon, ils ne sont pas là. Ben, nous qui sommes là, pourquoi on ne nous y amène pas? De toute façon, moi, je ne revendique pas cela. Lorsque je suis allé dans le stade d'Olembe, je n'ai pas eu besoin d'être dans une expédition. Donc, de toute façon, quand je vous parle de la pénétrante de la ville de Douala, je n'ai pas besoin d'être dans une expédition pour voir que le chantier est abandonné. Je n'ai pas besoin d'être à la suite d'un ministre d'État pour voir qu'il y a de la gabégie et de la médiocrité. Donc, encore que moi, je ne suis pas particulièrement intéressé par ces expéditions décoratives, je ne sais pas trop quoi, gabégiques, ça ne m'intéresse pas, mais absolument pas. Dans quelques jours s'ouvre... Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Très bien. Dans quelques jours s'ouvre la session parlementaire qui va être consacrée à l'examen et peut-être l'adoption du budget de l'année à venir. Au même moment se tiennent quelques rassemblements des conseils régionaux qui pensent également à leur budget. On ne comprend pas beaucoup que ceux-là, des conseils régionaux, soient aujourd'hui en train de chercher à mettre en place leur premier budget, leur première vision. Alors, ce que vous savez, il y a une chanson, je ne sais plus de quelle religion, qui dit qu'on ne peut pas planter le macabo pour récolter le taro. Bon, encore que... Il y a des greffes. Hein. On peut dire que c'est des voisins. On fait de plus en plus de greffes. Ah ben dans ce cas, ils sont en train de greffer le budget. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non. Je ne le dirai jamais assez. La décentralisation au Cameroun est un miroir aux alouettes. Vous savez, l'expression miroir aux alouettes date, je crois, du XXe siècle. Pour désigner des stratégies de mensonge, de duperie. Donc quand je dis que la décentralisation au Cameroun est un miroir aux alouettes, c'est que c'est un mensonge. C'est une duperie. C'est une duperie qui date quand même de la loi fondamentale de notre pays. Je vais vous dire, la décentralisation, vous avez parlé de la loi fondamentale. Et c'est une erreur que vous le disiez, parce qu'en fait, la décentralisation régionale figure effectivement dans la Constitution depuis 1996. Et ils ont réussi à créer une homonymie constitutionnelle qui fait que le gouverneur est gouverneur de région, le président du conseil régional est président du conseil régional de région. Et pendant longtemps, c'est-à-dire 25 ans pratiquement, de 96 à 2020, 21 là, 24 ans, on vous a fait croire qu'il y avait des régions. Alors qu'on avait juste changé province par région. Parce que parfois j'entends des gens dire, mais oui, mais la régionalisation, elle existe au Cameroun depuis 96. Que c'est faux. Et puis, ils ont fait leurs premières élections, je crois que c'était le 6 décembre 2020, je crois. Ça a donc donné ce que ça a donné là. Monsieur Jean-Jacques Zé, le jour où vous aurez un peu de temps, lisez la loi portant code des collectivités territoriales décentralisées. Vous verrez dedans que le conseil régional, je ne veux pas dire qu'il n'est rien. Il n'est pas grand-chose. Lorsque les représentants de l'administration ont le pouvoir de l'autorisation préalable, c'est tout ce que vous faites, du visa préalable de tout ce que vous faites, de l'approbation préalable, je cite là des termes de la loi, de tout ce que vous faites. Lorsqu'ils ont le pouvoir d'interdire vos réunions, d'annuler les actes que vous posez, lorsque le président de la République a le pouvoir de dissoudre le conseil régional,
Ça s'appelle posture tutélaire étouffante. La décentralisation est programmée pour être, en tout cas les collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, que le PCRN gère des communes, ça confirme ce que je disais déjà intellectuellement. C'est programmé pour être dans la torpeur et dans les signifiances. Ce que je viens de vous décrire là, c'est ce que j'appelle souvent le cadre structurel asphyxiant. Ils sont fabriqués pour ne rien faire. Absolument rien. Mais ça ne s'arrête même pas là. Parlons du cadre financier. Si vous le permettez. Les collectivités territoriales décentralisées reçoivent, parlons prosaïquement, 2 types d'argent. L'argent, une part de l'argent des impôts et taxes, et ce qu'on appelle les fonds liés au transfert de compétences. Et je vais même ajouter la dotation générale de la décentralisation, absolument, dont on va encore parler bientôt. En ce qui concerne les taxes et impôts, qu'est-ce qui se passe? Qui émet et recouvre? C'est la Direction générale des impôts. Qui reverse une partie de cet argent, ce qu'on appelle les péréquations, les CAC, tout ce que vous voulez, c'est l'État. Et quand on reverse, où est-ce qu'on met cet argent? À la Direction générale du Trésor. Du coup, vous pouvez avoir de l'argent sans en avoir. Et allez demander aux communes, puisque maintenant les régions, ça vient d'arriver. Allez leur demander, la dernière fois que vous avez reçu les CAC, c'est quand? Ben, l'État le fait quand il veut. Parfois, le premier trimestre, on vous le donne au 3e trimestre. Donc, vous n'avez droit à aucune prévisibilité. Alors qu'on devrait simplement les associer. C'est ce que nous appelons, d'ailleurs, parce que je consacre des développements là-dessus, dans l'ouvrage, ce que nous appelons l'impératif de confiance. Parlons des fonds transférés dans le cadre du transfert de compétences. Et du transfert des compétences. Ça, ce n'est pas encore la décentralisation. Vous savez, quand les ministères transfèrent des compétences, ils transfèrent aussi, entre guillemets, des ressources. Où se trouvent ces ressources? Ces ressources sont logées à la trésorerie pairie générale. TPG, comme on les appelle. Et vous n'avez sur cet argent aucune prévisibilité. Vous le dépensez sur la base de ce qu'on appelle les cartons, pour ceux qui connaissent bien cette affaire, c'est-à-dire des autorisations de dépenses. En réalité, on a transformé les collectivités territoriales décentralisées en prestataires de services de l'État. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que nous proposons depuis l'allocation financière. Faites en sorte que les élus locaux puissent accéder directement. D'ailleurs, dans le cadre du fédéralisme communautaire, ça permet la monétisation des communautés, ça permet la monétisation au niveau local. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, parlons de la dotation générale. Je finis. Oui, la dotation générale de la décentralisation. Alors là, c'est le côté spectaculaire de l'affaire, parce qu'après le grand dialogue national, eux-mêmes, ils font une loi. Et eux-mêmes, ils mettent à l'article 25 de cette loi que 15% des recettes doivent être données aux collectivités territoriales décentralisées. D'abord, ils nous ont sorti des choses à l'Assemblée nationale du genre, les recettes, ce n'est pas le budget. Bon, heureusement, il m'est arrivé dans mes moments d'égarement d'apprendre un peu de finances publiques à l'école. Et que moi, je sais qu'il y a 3 mots qui sont synonymes. Budget, recettes et dépenses. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle budget est un document prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses. Donc, si vous avez prévu 10 francs de recettes, vous ne pouvez programmer que 10 francs de dépenses. Et le tout s'appelle budget. Donc, dans les 3 opérations, vous avez le nombre 10 qui revient. Donc, lorsque nous, loi, dit que vous devez donner 15% des recettes, c'est 15% des recettes. Quand même, vous voudriez faire une interprétation de cette loi en disant que toutes les recettes ne peuvent pas être comptabilisées. Et ça a du sens. Parce qu'il y a une typologie des recettes. Il y a des recettes qui viennent de nos impôts, de nos exportations. Mais il y a des recettes, par exemple, qui sont des prêts ou des emprunts ou des dons qui sont parfois fléchés. Je dis du n'importe quoi. C'est-à-dire les États-Unis peuvent décider de vous prêter 100 francs et de vous dire que les 100 francs là, c'est la condition. On appelle ça la politique de la conditionnalité.
nous vous prêtons nos 100 francs à l'unique condition que vous les utilisiez uniquement pour construire les écoles. Donc en ce moment-là, il vous est difficile de gréver ce montant de 15% parce que vous avez une loi. Mais ça, vous pouvez expliquer. Et moi, je l'ai redondé à l'Assemblée nationale. Que bon, ok, sur un budget, je crois, de 5 000 milliards, je ne sais plus très bien ce qu'ils nous ont ramené la dernière fois. Mais quand moi, je fais 15% des recettes propres, c'est-à-dire j'enlève les emprunts, j'enlève les dons et tout ce que vous voulez, recettes propres, qu'on ne discute donc avec personne, et personne ne nous impose aucune condition là-dessus. Mais chaque commune aurait immédiatement droit au Cameroun à au moins 1 milliard de francs. Et croyez-moi, même le président de région ou le maire le plus médiocre du Cameroun, vous lui donnez 1 milliard de francs CFA. Il va quand même réaliser. Il va quand même faire quelque chose. Mais ça, ils ne le font pas. Et vous voyez que le débat que j'évoque là n'a rien à voir avec les clivages partisans. Pas du tout. Je vous parle de développement. Que vous soyez maire du parti X ou Y, si vous avez les moyens de travailler, le Cameroun décolle. Même ceux qui ne s'expriment pas, vous écoutent et ils apprécient. Mais je suis leur représentant aussi. C'est pour ça que je parle de ces questions en tant que député de la nation. Donc, quand je vous ai expliqué tout ça, et j'invite ceux qui vont nous lire, parce que nous travaillons là, nous avons travaillé là-dessus, et nous faisons des propositions concrètes, et bien c'est là le problème du Cameroun. Et d'ailleurs, la crise que nous avons aujourd'hui, qui secoue le Cameroun, elle vient de là. C'est une crise de la centralisation. Pour arriver justement à votre document qui présente ce fédéralisme communautaire, vous expliquez très bien la décentralisation. On se rend bien compte que l'État a beaucoup de choses à faire, mais quand on vous écoute, on a l'impression que les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, ne peuvent vivre que grâce à la perfusion de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas, même à votre niveau leader et autres, des enseignements qui ne sont pas portés vers les maires pour leur dire que n'attendez pas seulement que l'État vous reverse quelque chose? Ils vous ont enrôlé. Quand je dis qu'ils vous ont enrôlé, en fait, je veux dire qu'ils vous ont piégé. Ils vous ont trompé aussi. Même M. Jean-Jacques Zé, pourquoi d'ailleurs les élus locaux n'auraient pas le droit de vivre de la perfusion de l'État? Pas seulement. Non, mais attendez, pas même seulement. si c'était même seulement ça. Parce que l'État, c'est pour qui? On est d'accord là-dessus. Non, mais attendez. Mais la meilleure construction aujourd'hui appellerait quand même à ce qu'on dise à ces élus-là qu'ils ont la possibilité d'aller plus loin que d'attendre les centimes additionnels. Ben, écoutez, je suis le premier à le dire et à le démontrer. D'ailleurs, dans nos communes, on essaie de le faire. Vous vous rappelez quand même, paix à son âme, du combat qu'a mené Paul-Éric King. Absolument. Sur la question des mines de surface. Et c'est la loi. Lorsqu'il disait, ok, la loi me donne souveraineté sur les mines de surface, c'est-à-dire la pouzzolane, le sable, la terre, parce que beaucoup de gens ne savent pas, dans certaines communes, que seulement la terre, là, que les chantiers routiers et tout ça prélèvent, ils devraient reverser de l'argent, tiens, puisque vous en parlez, aux communes, en fait. Absolument. Tout cela devrait être reversé à la commune. En tout cas, ça doit faire l'objet de facturation à la commune. Vous voyez le combat qu'il a mené. Mais il le menait contre qui? Mais contre l'État central. Et d'autres le mènent. Aujourd'hui, que le PCRN gère des communes, je sais ce qu'il en est. Parce que seulement, sur la question de la fiscalité, justement, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est passé rapidement. Quand je disais que l'émission et le recouvrement des impôts se fait uniquement par la DGI, la Direction Générale, par les impôts. Mais figurez-vous que si on associait les communes à cela, d'abord, ça permettrait de faire reculer l'informel, ça permettrait d'actualiser le fichier de contribuables, et le principe bien connu de pas d'intérêt, pas d'action, vous l'inversez. Les maires s'impliqueraient davantage. C'est ça la décentralisation. Ce que je veux vous dire, M. Jean-Jacques Zé, et ça je suis toujours heurté d'entendre ça. Est-ce que vous savez qu'un maire est élu au suffrage universel direct? C'est-à-dire exactement comme le président de la République ou un député. C'est la seule différence, c'est l'espace territorial sur lequel il doit exercer son pouvoir. Donc, en termes simples, un maire est un président de la République, maire de la République de sa commune, en quelque sorte. Et je ne comprends pas qu'on concède au président de la République de diriger justement un pays, de nommer des gens, de recruter des gens, de signer, de promulguer des lois, de faire tout ce qu'il veut.
et qu'on ne le concède pas à quelqu'un qui est élu. Est-ce que vous savez... Mais même, pas de façon absolue. On sait quand même que le maire a le pouvoir de police. Personne n'a dit... Il doit pouvoir... vous parlez de police. Vous parlez de police. Absolument. Vous connaissez combien de maires qui ont pu créer des polices municipales? La police municipale. Il ne Vous en connaissez combien? Il ne leur est pas interdit. Vous en connaissez combien? Mais il ne leur est pas interdit. Vous connaissez combien de maires qui peuvent recruter? Est-ce que vous savez que c'est encore des textes? Même pour tout recrutement, il faut avoir le quitus. On revient là-dessus. Autorisation préalable. Il faut avoir le quitus du Mindevel. Peut-être vous ne le savez pas. Mais tout remonte à eux. Tout remonte à eux. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous raconte. Mais vous n'avez pas vécu, ça ne vous a pas choqué que récemment, les gouverneurs de région installent les présidents des conseils régionaux? On en a parlé ici, en tout cas. Ben, écoutez, le président de la République prend fonction devant le peuple qu'il a élu. Le président de la République. C'est pour cela qu'il prête serment à l'Assemblée nationale. Il prend engagement et prête serment devant le peuple. Nous, les députés, puisque c'est nous le peuple, nous ne prêtons serment devant personne. Je vous rappelle que lorsque nous allons à notre session de plein droit, nous sommes entre nous. Nous faisons l'élection, le nouveau président élu, il va au pupitre, il dit que chacun prenne son écharpe et enfile sur son épaule. C'est ça le signe de la souveraineté. Donc logiquement, les présidents de région devaient prendre fonction devant ceux qui les ont élus, que sont les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. C'est cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les font installer par les gouverneurs de région. C'est symboliquement fait pour marquer l'ascendance. Et je vous dis que c'est un miroir aux alouettes. Ce que vous dites est absolument vrai. C'est-à-dire qu'il faut effectivement espérer avoir des maires qui soient en hauteur intellectuelle et même en maîtrise de ce qu'ils font. Mais même là encore, M. Jean-Jacques Zé, est-ce que vous savez que le peuple a le droit d'élire même un fou, président de la République? Le peuple. S'il jouit de ses droits civiques. Le peuple peut décider que désormais le Cameroun va être dirigé dans les 7 prochaines années par un fou. Et il élit un fou. Article 2 de la Constitution. Le peuple est souverain. Et il exerce sa souveraineté au travers de ses représentants élus. Donc il élit qui il veut. Donc personne n'a le droit de faire le procès de l'intellectualité, de la maîtrise de je ne sais quoi que ce soit, lorsque le peuple a voté quelqu'un. Ce qu'on fait, M. Jean-Jacques Zé, c'est que lorsque le peuple a élu un maire, pour parler de ceux-là qui sont élus au suffrage universel direct, l'État doit prendre des dispositions pour que cette personne choisie par le peuple soit entourée de techniciens, de ressources humaines capables de l'aider à mener à bien sa mission de service public, comme ça se fait à la présidence de la République. C'est pour cela qu'on peut élire un fou à Etoudi. Et ce fou va trouver là-bas des gens qui, eux, ne sont pas élus, qui sont formés à l'ENAM, par l'État, formés ici ou là, et qui sont donc, eux, capacités pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet politique. Mais dans les communes, supposons même qu'on ait justement des maires qui ne maîtrisent pas ci ou ça, mais je vous le demande. Est-ce que forcément on peut m'apporter la preuve aujourd'hui que Paul Biya, même après 40 ans de pouvoir, maîtrise tout? Je peux même répondre à la négative sur pas mal de choses. Il doit pouvoir s'entourer quand même des gens qui maîtrisent, qui doivent pouvoir l'accompagner. Pendant qu'on y est, le président de la République, élu au même suffrage universel direct, lui, il a le pouvoir de s'entourer. Vous avez vu les nominations qu'il y a eu à la présidence de la République récemment? Les chargés de mission, les conseillers techniques, tout ce que vous voulez. Il s'est choisi des expertises, les meilleures, pour l'accompagner. Ok, le maire est donc élu au suffrage universel direct. Allez voir le niveau de recrutement qu'on concède aux maires dans les communes. Ils recrutent les chauffeurs, les balayeurs. Il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Permettez que je vous parle de quelque chose que je connais, que je maîtrise aujourd'hui. Parce que j'ai des maires. Vous assistez quand même à ces conseils municipaux. Mais est-ce que vous savez... Il est demandé qu'on recrute quand même des gens qui maîtrisent les travaux publics, et ainsi de suite. Que le maire ne choisit même pas son secrétaire général. Mais écoutez, on a des communes, nous, au PCRN, on a des communes complètement à la peine parce qu'on a trouvé des secrétaires généraux qui ne veulent pas travailler, qui refusent de travailler. Peut-être parce qu'ils se sont liés d'amitié. Ils se sont liés d'amitié avec le précédent maire, ainsi de suite. Donc, ils œuvrent à nous faire échouer.
On écrit. Personne ne les remplace. Mais les autres Parce qu'on n'a pas le pouvoir de les changer. Il y a des mecs qui ont écrit, on va changer. Alors que ces secrétaires généraux, justement, lorsqu'ils sont désignés, ils sont payés par la commune. Mais vous avez donc quelqu'un qui est payé par la commune, mais que vous, le patron de la commune, vous ne pouvez pas changer. Parce qu'il ne tient rien de vous. Mais on vient de nommer les secrétaires généraux, je crois, ou les inspecteurs généraux, je ne sais plus trop quoi, dans les régions. C'est le président de la République qui l'a fait. Au nom de quoi? C'est les textes qui sont taillés comme ça. Je vous l'ai dit, n'oubliez pas. Ils sont faits pour être dans l'insignifiance. Ils sont là pour faire de la décoration, pour que vous ayez de temps en temps des gens qui vous disent il y a la décentralisation, il n'y a rien du tout. Vous dites qu'il n'y a rien du tout. Alors, nous sommes en train de vivre ce qu'on a appelé la crise anglophone. On entend depuis un certain temps un ensemble de propositions sur la forme finalement de l'État, que ce soit de façon formelle ou informelle. Des propositions sont multiples. Comment sortir de cette crise dans cette littérature et autres? Il y a des camps qui s'affrontent désormais sur le fédéralisme. Je voulais savoir, la décentralisation n'est pas encore totalement mise en place, mais on a quand même l'impression que certains sont déjà plus loin au fédéralisme. Comment est-ce qu'on va faire le pont? D'abord, les deux ne sont pas antinomiques. Et j'aime bien que vous évoquiez la question anglophone, notamment en lien avec la décentralisation, parce que c'est une chose que beaucoup de Camerounais ne savent pas. En fait, le berceau de la décentralisation, c'est dans la partie anglophone. Les premières communes dans la partie francophone datent de 1941. Alors que dès 1922, les anglo-saxons, les Anglais, avaient instauré dans la partie anglophone ce qu'on appelait les Native Councils. Et croyez-moi, c'est donc, si vous parlez de 1922 à 1941, c'est quand même un différentiel temporel de 19 ans. Et ça indique beaucoup de choses. Ils ont la culture de se prendre en charge. Alors que la centralisation les inhibe, les étouffe, et ont le sentiment d'être assimilés. C'est l'une des causes lointaines de la crise anglophone. Maintenant, vous parlez de l'articulation. Dans l'ouvrage qui va paraître, nous consacrons des développements sur notre saisissement du fédéralisme. Parce que le fédéralisme a deux visages. Il y a le visage auquel les gens sont habitués, qui est le visage institutionnel et organique. Mais le fédéralisme, avant d'être une forme de l'État, est d'abord une idée de l'État. C'est ce que nous appelons le visage philosophique ou doctrinal du fédéralisme. Pour faire simple, tous les mots qui se terminent, peut-être pas tous, mais la plupart des mots qui se terminent en isme renvoient à des doctrines, à des philosophies organisationnelles. Capitalisme, communisme, socialisme, c'est comme fédéralisme. Et c'est pour ça que nous disons tous les jours qu'il y a une différence entre fédéralisme et État fédéral. Elle est fondamentale. Le fédéralisme, c'est une... expliquer. Ben, j'explique. Le fédéralisme est une doctrine d'organisation de l'État qui vise donc à fédérer, comme la racine le dit, fédérer, mettre ensemble. Mais fédérer quoi? Des singularités diverses. Donc, vise à faire vivre ensemble ce qui est ontologiquement différent ou diversifié. C'est ça le fédéralisme. Maintenant, le fédéralisme peut avoir plusieurs déclinaisons quand on arrive au niveau de la formalisation de l'État. Parce que l'État, pour le juriste que je suis, ça renvoie à un sujet de droit public, défini par son territoire, un pouvoir central, une population et même une souveraineté internationale. L'État fédéral peut être comme celui des États-Unis, étatique. Il peut être religieux, comme au Liban. Il peut être ethnique, comme en Éthiopie. Parce que d'ailleurs, j'entends souvent certains intellectuels faire la confusion dessus. Le fédéralisme éthiopien, au départ, était un fédéralisme ethnique. Parce que l'Éthiopie compte environ 7 ou 8 ethnies, et l'ethnie Amhara étant la plus grosse. Et il s'était entendu au départ qu'il y aurait donc un fédéralisme et une rotation du pouvoir. Donc chaque ethnie arriverait au pouvoir. Sauf que lorsque les Amharas sont arrivés, comme ils sont plus nombreux, ils ont décidé qu'ils amhariseraient
tous les autres, et les Tigréens, comme les Camerounais disent prosaïquement, sont entrés en brousse, et ils ont dit, mais non, on a un pacte de départ, et c'est ça qui crée la guerre. Donc le fédéralisme peut aussi être régional. C'est le cas en Espagne. Il peut être cantonal. C'est le cas en Suisse. La dernière fois que vous avez entendu parler d'une élection présidentielle en Suisse, ça date de quand? Ben, je coupe court, vous n'en avez jamais entendu parler. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas que la Suisse est dirigée par ce qu'on appelle un conseil fédéral de 7 individus qui se relaient chaque année. Donc en fait, la Suisse a un nouveau président chaque année pendant 7 ans. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ben, ça peut être cantonal, comme je l'ai dit en Suisse. Ça peut être territorial, comme en Allemagne. Les Länder, comme on dit. Et nous disons donc qu'un pays comme le Cameroun, qui est ontologiquement un pays de diversité, quand vous faites des recherches au niveau du CERDOTOLA, ils vous disent qu'il y a pratiquement 239 langues au Cameroun pour autant d'ethnies. Donc pour un pays que Dieu a créé sur une base aussi diversifiée, la meilleure philosophie organisationnelle que vous puissiez avoir dans ce pays, c'est la philosophie fédéraliste. Si vous voulez que ce pays tienne debout, parce que la crise anglophone, c'est une crise de quoi? Ben, d'identité. Les gens veulent qu'on respecte leur identité. Et c'est pour ça que nous disons que justement, et ça revient à votre question, il faut fédérer, il faut une philosophie fédérale pour penser l'organisation du Cameroun. Mais la question est, qu'est-ce qu'il faut fédérer? Les ethnies? Nous disons non. Nous disons qu'il faut fédérer les communautés. Qu'il faut fédérer les communautés. Parce que pour nous, la communauté, ce n'est pas ethnique. La communauté est pluriethnique. Et l'exemple que j'aime souvent prendre, c'est la communauté Bamileke. La communauté Beti. Bamileke comme Beti ne renvoie à aucune langue. Absolument pas. Si vous connaissez la langue Bamileke, vous m'en donnez un mot. En revanche, je peux vous dire que dans la communauté Bamileke, vous avez les Mbouda, les Bafang, les Banganté. J'espère que vous savez que lorsqu'un Banganté parle, le Mbouda n'entend pas le traître mot. Mais pourquoi ils ont une conscience communautaire? Je pourrais d'ailleurs dire la même chose, par exemple, de Lewondo, et peut-être, je ne sais pas trop, d'Untumu. Bon, encore qu'il peut y avoir un ou deux mots qui se recoupent, mais il y a une différence. Je pourrais dire la même chose, par exemple, et donc vous pensez du à Bassa. un regroupement Je pourrais dire la même chose du Bassa et du Bakoko. Quand vous êtes à Nyanon ou à Edea, quand un Adie parle, c'est différent. Mais qu'est-ce qui fait conscience communautaire de tout cela? C'est qu'au-delà de la langue, qui est donc l'élément fondamental de l'ethnie, qui distingue l'ethnie, il y a des choses beaucoup plus fortes. Quand vous prenez la communauté Bamileke, c'est le Lakam, par exemple. C'est la chefferie, par exemple. C'est la tontine, par exemple. Il y a un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on épouse nos femmes? Comment est-ce qu'on marie nos filles? Comment est-ce qu'on enterre les morts? Comment sont structurées nos traditions, nos coutumes? Voilà ce qui fait le Cameroun. Et ça, pour y arriver, c'est très simple. La première chose qu'il faut éliminer, c'est la région actuelle. Les 10 régions actuelles. Je les appelle les régions points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. De toute façon, même au Gabon, vous avez ça. Même en Chine, vous avez le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc ça n'a aucun sens. Vous enlevez ça. Parce que ce découpage n'obéit à rien, à la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, hier, il y en avait 6, puis 7, 10. Demain, vous pourriez mettre 20, 30 ou 40. Ça n'a pas de sens. Mais quand vous observez bien le Cameroun, vous vous rendez compte que le découpage des arrondissements et des départements a du sens. Le découpage des arrondissements était dans certains cas ethniques. C'est d'ailleurs pour ça que certaines villes portent les noms des ethnies carrément. Douala, Bafia, Bafoussam. C'est les noms des ethnies. Lorsque vous prenez le cas des départements, quand vous observez le découpage des départements, c'est un découpage communautaire. C'est-à-dire que vous avez des départements où vous avez plusieurs ethnies, mais en fait ces ethnies présentent des affinités sociologiques, anthropologiques et historiques. Vous pouvez prendre la Liké, Manguissa et Ton, vous pouvez prendre plein d'autres exemples. Je pourrais prendre le maillot, enfin je ne sais pas trop quoi, le maillot Sava avec les Mata, les Ouldéné, tout ce que vous voulez. Je pourrais vous prendre le maillot Kani avec les Toupouri, les Massa. Le bien fondé serait quoi? Le bien fondé serait quoi? Les gens seront fiers de se retrouver en communauté. C'est le Saint-Germain a dit sur ce plateau que les gens ne veulent pas vivre entre eux. Ils veulent profiter des biens de la République. Ben écoutez, vivre
entre eux et profiter des biens de la Dans ce que vous République. proposez, C'est pas antinomique. c'est un repli Mais absolument pas. communautaire. Mais absolument pas. Peut-être pas ethnique, mais communautaire. Mais absolument pas, justement. Alors, à quel moment avons-nous proposé, pour la première fois, l'idée de fédéralisme communautaire? Vous vous rappelez peut-être pas. C'était au grand dialogue national. Nous, à l'époque, nous disions ceci. Il est hors de question que les Camerounais se fassent la guerre à cause de 2 langues importées. On ne peut plus s'en défaire. C'est l'histoire. Moi, je ne suis pas forcément un révisionniste de l'histoire. Mais ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous avons toujours proposé, c'est qu'on systématise le français et l'anglais. Monsieur Jean-Jacques Zé, ça prendra maximum 25 ans, c'est-à-dire une génération. Vous pouvez décider que dès la rentrée prochaine, 2 ans maternelle, les 2 prochaines années, la CIL, les années qui suivent, le cours préparatoire, où tous les enfants sont scolarisés en français et en anglais. Au bout de 10 ans, vous aurez une génération de bilingues. Personne ne dira plus je suis francophone, je suis anglophone. Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'on l'a fait, on en profite pour lancer le chantier d'intégration nationale. Mais pour intégrer, le mot intégrer, on intègre quoi? Parce qu'il faut reconnaître qu'une chose ou que des choses différentes existent pour ensuite travailler à les intégrer. Pas à les faire se replier chacune sur elle. Et nous nous disons justement, notre potentiel est enfoui là-dedans. Il faut qu'il y ait cette conscience communautaire. Moi, je peux vous demander de me démentir si les communautés au Cameroun qui ont une conscience communautaire ne sont pas puissantes. Observez bien. Pourquoi elles sont si puissantes? Parce qu'il y a une conscience communautaire. Je vais vous dire, l'Espagne, avant de revenir à l'illustration que je donnais, l'Espagne a, je crois, 17 régions. Ces régions sont strictement communautaires. L'Andalousie au sud, on apprend l'andalou à l'école. La Galice à l'est, on apprend le galicien à l'école. Le Pays basque à l'ouest, enfin peut-être même que j'ai confondu, on apprend je veux dire la Catalogne, parce que le Pays basque est au nord. On apprend le catalan ou le basque à l'école. À l'école, je vous dis, c'est communautaire. Maintenant, l'État travaille à vous faire vivre ensemble. Mais pour vous faire vivre ensemble, il faut déjà qu'on reconnaisse qui vous êtes. Et c'est ça qu'il faut faire au Cameroun. Vous verrez donc, par exemple, prenez le cas du sud-ouest. Le sud-ouest a 6 départements. Vous vous rendrez compte que le Fako, le Ndian, qui sont d'ailleurs ouverts sur la mer, la Mémé, le Coupé Manengouba, et même dans une certaine mesure le Lébialem qui est vers le nord, c'est pratiquement des Sawa. Absolument. En dehors de la Magnou. Et ce n'est pas par hasard. Parce que quand vous regardez le peuple Bafout, par exemple, moi j'ai pris le temps d'étudier ces questions. Vous vous rendez compte que le peuple Bafout se trouve dans la Menchoum, dans la Meuzam, là on est au nord-ouest, et curieusement aussi à Akwaya, dans la Magnou. On est déjà au sud-ouest. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous disons, non, reconstituons nos communautés et rognons ce qui peut être rogné. Ça veut dire quoi? On enlève dans les 10 régions, on reste avec les 58 départements. Jusque-là, on n'a rien inventé. Parce que je vous ai dit que les 58 départements ont déjà été découpés sur la base communautaire. Et la configuration finale donne quoi? La configuration finale donne ceci. Parce qu'il y a on regroupe ce qui est affinitaire. On regroupe ce qui est affinitaire. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de démarcation qui ont séparé des communautés. On les regroupe et puis on lance dans le chantier d'intégration nationale. C'est-à-dire comment vivre ensemble, comment se connaître. Ça ne veut pas dire qu'on se replie sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on va chasser l'autre. Ça veut dire, par exemple, M. Jean-Jacques Zé, qu'on va instituer une matière, d'ailleurs ça a commencé un peu à l'école normale, qu'on va intituler Connaissance des communautés du Cameroun. Parce que vous, M. Jean-Jacques Zé, je ne sais pas de quelle communauté vous êtes. Vous êtes d'où? Je suis de l'Est. Je suis Maka. Non, l'Est, ça ne veut rien dire, c'est un point cardinal. Je suis Maka. Vous êtes Maka. Voilà. Figurez-vous que moi, je suis Bassa. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je ne sais même rien de vous. Parce qu'on ne me l'a jamais appris. Pourtant, vous avez une tradition. Vous avez une mythologie. Vous avez une histoire. Mais ça figure dans quel livre? Mais sur la base de quoi vous dites que vous êtes mon frère?
Alors cette construction prendra... Mais justement, si on réussit à la construire, mais monsieur Jean-Jacques Zé, on ne construit pas un pays, décennies au moins. Mais même si ça prend 5 décennies, même si ça prend un siècle, les pays que nous admirons aujourd'hui se sont construits sur des siècles. Parce que justement, l'Occident s'est construit dès le Moyen-Âge sur la base communautaire. Les États-Unis, la puissance des États-Unis est basée sur la question communautaire. On a quand même des questions urgentes aujourd'hui. C'est lorsqu'on prend conscience de ce qu'on est, qu'on sait ce qu'on est même en compétition avec les autres, qu'on se dépasse, qu'on donne le meilleur de soi. En Espagne, les régions se font la concurrence. Chaque année, il y a un classement de la meilleure région. C'est vers là qu'il faut aller. Mais tant qu'on reste dans cette façade, cette parure trompeuse qu'on a construite, qu'on appelle l'État, derrière laquelle tout le monde se réfugie, alors que dans le quotidien des Camerounais, tout est ethnique, monsieur Jean-Jacques Zé. On prend des ministères qu'on donne à des ethnies. On prend des directions générales, on donne à des ethnies. Vous avez des gens qui paradent sur des plateaux de télévision, font du politiquement correct. Toute leur vie, c'est de l'ethnicisme. Mais ça ne peut pas continuer. Tout cela est dit dans votre livre. Tout est dans le livre. Je pourrais en dire davantage d'ailleurs. Un ou deux mots. En tout cas, on aura le temps de lire le livre lorsqu'il sera disponible. On s'est amusé un peu à rencontrer quelques Camerounais, président Cabral Libye, qui nous parlent de vous, la perception, ce qu'ils pensent de vous, les espoirs gagnés ou perdus lorsqu'on évoque Cabral Libye. Je vous propose de les écouter. D'un type de grande dimension, d'un jeune dynamique qui peut changer l'image de ce pays avec beaucoup de choses. Cabral Libye est direct d'abord et c'est un travailleur. Oui, Cabral Libye, c'est le même, il est déjà au-dessus de ce qu'on pensait de lui. Nous voulons donner des conseils à Cabral Libye de voir beaucoup de couches sociales parce qu'il y a certains grands maintenant, certains directeurs généraux qui n'arrivent pas à prendre le personnel. Toute l'équipe présente sont vieillissants. Il faut changer. Que les jeunes doivent prendre le gouvernement doit prendre la jeunesse en main maintenant. Parce que les vieux là, ça ne sert à rien. Cabral Libye, c'est un jeune qui s'est engagé en politique tout récemment et je crois que le grand public l'a découvert lors de la présidentielle 2018 et il répondait tout simplement à la suite de Serge Espoir Matomba et d'autres à l'appel du chef de l'État qui invitait les jeunes à s'intéresser davantage non seulement à la chose publique mais aussi à la politique parce que la République de demain doit être celle de la jeunesse camerounaise. Bon, il ne saurait rester le même, ce d'autant plus qu'il est parti d'un anonyme pour un candidat à la présidentielle et aujourd'hui parlementaire. Donc, de plus en plus, il a pris de l'étoffe parce qu'il est désormais un élu de la nation. Et à ce titre, il ne saurait rester le même. Bon, Cabral Libye, c'est un homme politique. J'ai entendu parler de lui quand il parlait encore où c'était des 1000 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, on me dit qu'il est député. Peut-être qu'il est député du littoral. Parce qu'en tant que député du Cameroun, il ne devait pas seulement lutter pour une zone. Il devait lutter pour toute la population du Cameroun. Et je ne sais pas s'il est encore au Cameroun ou il est... ou s'il a voyagé. Ouais. Donc, s'il est là, il y a tellement des événements qui se passent au Cameroun. Je ne sais pas s'il a un bureau à Yaoundé pour que la population de Yaoundé puisse aller là-bas poser le problème. Bon, si peut-être c'est dans le littoral où on doit voyager pour aller poser le problème, or qu'il est débuté ici à l'Assemblée à Yaoundé. Vous voyez que c'est tellement compliqué. Oh, ouais. Bon, s'il est là, c'est à lui de nous dire
comment il fonctionne en tant que député. Puisque nous, on ne sent, la population ne sent pas sa présence. Peut-être c'est dans sa zone qu'il est présent. Bon, ici à Yaoundé, on ne le connaît pas. Particulièrement moi, hein, parce que peut-être d'autres le connaissent. Pour le moment, il est là pour lui-même d'abord. C'est que, bon, tel que moi je vois la situation, il est d'abord là pour lui. Cabral Liby, c'est un espoir pour tous les jeunes comme nous en fait, qui avons cette perspective, qui avons cet enthousiasme-là de nos jours. Puisque vous savez, beaucoup de citoyens de nos jours ont perdu la confiance en eux et vu les différentes, les différentes propositions et ces différents faits de ce qu'ils proposent à la jeunesse citoyenne, je crois que ça peut être un espoir pour tous les jeunes. Cabral Liby, pour moi, c'est un jeune, très jeune même en politique. Il est même trop primaire d'ailleurs parce que je vois ses idées trop à l'encontre des évolutions du monde et par contre les aspirations du peuple camerounais. C'est trop bizarre parce que un jeune de notre tranche, ce qu'on attend de lui, n'est pas exactement ce qu'il nous fait. On a toute tendance à rentrer encore s'accrocher sur les jeunes. Je crois que son avenir en politique nous a beaucoup donné d'espoir. On a pensé qu'on devait avoir une jeunesse, mais on se rend compte que non, vraiment, Cabral Liby n'est pas ce qu'on attendait. Il est même beaucoup plus dangereux que des vieux, que des vieux que nous on voulait. Rester le même, peut-être pas, mais il torpille toujours tout ce qu'il a comme projet. Et on a une autre pensée de lui qui n'est pas ce qu'on a eu au départ. Oui. Cabral Liby ne peut plus jamais être un espoir. C'est de la lumière aux ténèbres. Cabral Liby n'est pas un espoir. Non, non. Il est même autant. Dire que Cabral Liby a un espoir, c'est dire que Paul Biya a un espoir. Non, il n'est plus un espoir, Cabral Liby. Non, non, non. Paul Biya encore même mieux. C'est un grand espoir que Cabral Liby. Pour moi, oui. Il préfère Paul Biya que Cabral Liby. C'est d'abord de sortir de la politique, apprendre la politique, oui, et peut-être donner sa vie à Dieu d'abord pour lui. Parce que oui, il faut d'abord qu'il fasse une rétrospective au sein de lui-même. Pour moi, Cabral Liby, je l'ai connu 1 an ou 2 ans avant les dernières élections présidentielles. Et j'ai cru à ce monsieur parce qu'il reflète vraiment la jeunesse. Et je ne vous trompe pas, j'étais l'une des premières personnes dans notre coin ici, à payer les réfugiés de... À l'époque, il était dans le parti de Koulvondo. Je me souviens, j'ai cru tellement en lui que je ne connaissais même pas Kamto. Moi, franchement, je ne connaissais pas Kamto. Et franchement, j'ai été très déçu par ce monsieur. Parce qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent, il parle des choses tellement... Mais c'est-à-dire que j'ai été tellement gêné parce que je regrette aujourd'hui. Pourquoi? Donc, il m'a même plus trahi que le président Paul Biya. Il n'est plus le même. Je pense que, honnêtement, ça fut même l'un des plus grands traîtres de la jeunesse camerounaise. Il ne peut plus, les gens, on ne croit plus en lui. Ce n'est même... C'est-à-dire qu'il n'est plus... Ce n'est plus le Cabral Liby d'avant les élections présidentielles et maintenant. Vous voyez que même en tant que député, il n'a jamais rien fait pour avancer la jeunesse. Il n'a même jamais, même pour le Cameroun, la preuve. Vous voyez que même ses sorties par rapport à la crise de Renozo, il n'a jamais été cohérent. Il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Il est fou. Ce n'est pas un monsieur sérieux. Il ne doit pas faire la politique, il doit faire l'escroquerie. Voilà, on a écouté tous ces Camerounais. Président Cabral Liby, j'ai beaucoup apprécié votre réaction tout à l'heure. Et la question en offre, qu'est-ce qui me reproche
quand vous écoutez ces Camerounais, surtout ceux sélectionnés à la fin de l'élément, qui disent qu'ils sont un peu dessus, en tant que député, vous ne faites rien pour la jeunesse, vous n'êtes pas cohérent et que vous êtes pire que l'autre. Ça, c'était avant d'écouter celui qui parlait de cohérence. Parce que quand je vous posais la question, qu'est-ce qu'il me reproche, ce n'était pas que je disais qu'il n'y a rien à me reprocher. C'est que le tout, c'est pas de dire qu'il a déçu. Parce que je pourrais apprendre aussi en les écoutant. On peut être mal compris ou mal interprété. On peut poser un acte dont on ignore l'impact. Donc en écoutant quelqu'un qui vous dit vous avez fait telle chose, vous avez fait telle chose, ça peut déjà vous amener vous-même à vous amender, à vous améliorer. Donc c'est pour ça que je posais la question. Le tout, c'est pas de dire... Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez démonstratif. Ça, vous devez le savoir, depuis que je fais vos plateaux. Ça fait je ne sais même plus combien d'années maintenant. Donc je mets un point d'honneur lorsque je fais une affirmation, à l'étayer, à la reposer sur quelque chose d'assez construit, de rationnel, quoi. Donc lorsqu'on me fait un reproche, je voudrais vraiment savoir. Le monsieur, par exemple, qui a parlé, qui se demandait si je suis au Tchad, lui, je vois ça m'amène à revoir ma politique de communication. C'est qu'il y a des gens qui ne savent même pas que je suis au Cameroun. C'est-à-dire que, par exemple, le combat que j'ai mené pour, par exemple, empêcher l'institution de la taxe de 33% sur les téléphones avec des conférences de presse, lui, il n'est absolument pas au courant. C'est-à-dire que le combat que j'ai mené pour protéger la forêt des Baux, qui a d'ailleurs amené le président de la République à retro-pédaler, il n'est pas au courant. Le combat que j'ai mené, par exemple, pour l'école de mines de Menganga, là, il ne s'agit même pas de mon village, pour qu'on accélère les constructions, il n'est absolument pas au courant. Lorsque je me retrouve à Douala auprès des personnes cassées et déguerpies et que je mets des avocats pour les défendre et que je vais partout rencontrer les dirigeants jusqu'au Premier ministère pour trouver des solutions, il n'est pas au courant. Lorsque je fais des sorties à l'Assemblée nationale, que ce soit sur la décentralisation, on en parlait tout à l'heure, sur la téléphonie, sur l'activité postale, sur tout ce que vous voulez, il n'est pas au courant, donc ce n'est pas de sa faute. Peut-être qu'il ne maîtrise pas aussi beaucoup, en tout cas, le rôle du député. Ils vous attendent sur le terrain des petits cadeaux, aménager les routes, pense-t-il, distribuer le paquet minimum, quelques feuilles de tôle. À ce niveau-là, effectivement, il y a parfois incompréhension. Le rôle du député, c'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et les lois, il y en a de deux types. Il y a les projets de loi et des propositions de loi. Bon, généralement, on dit proposition quand ça émane de l'Assemblée et projet quand ça émane du pouvoir. Donc la plupart du temps, nous travaillons sur des projets de loi, c'est-à-dire des lois qui émanent du pouvoir. À ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, il y a les commissions d'enquête parlementaires qui suivent d'ailleurs le même cheminement qu'une loi, donc c'est très compliqué. Il y a les questions orales et les questions écrites. S'il y a des députés qui se distinguent à l'Assemblée nationale par leurs questions orales et écrites, c'est bien les députés du PCRN. C'est pour ça que je dis que parce que nous avons pris un engagement lorsque nous avons été élus, conscients de ce que notre nombre n'était pas suffisant pour faire le poids là-bas. Nous nous sommes engagés à avoir la majorité de la pertinence, comme on l'a dit. Donc nous, on se bat pour être pertinents sur les idées. C'est ça le travail du député. Les 8 millions qu'on nous donne tous les ans dans le cadre des micro-projets, ça, c'est des micro-projets qui concernent notre localité. Donc lorsque je distribue, c'est pas comme l'an dernier, je ne sais même plus combien de masques à tout ce qu'il y a comme élèves dans l'Union et que les enseignants, des masques, moi je n'ai même pas besoin de communiquer là-dessus. Lorsque je lance des champs semenciers de 6 000 sacs, je ne communique pas là-dessus. Lorsque je lance les constructions des éclosoirs, je ne communique pas là-dessus. Parce que je trouve que ça c'est d'abord banal et que d'abord ces 8 millions c'est absolument insignifiant, mais on fait ce qu'on peut avec. Très bien. Mais moi je suis même aujourd'hui, le reproche qui me fait dans ma circonscription, c'est qu'on t'a élu et tu passes ta vie à travailler pour les autres. On te voit à gauche, on te voit à droite. Vous avez de la peine à tenir dans la peau du député. Non, mais parce que je leur avais dit... toujours je leur avais dit dans la peau d'un président. Je leur avais dit que je vais à l'Assemblée nationale d'abord pour rentrer dans le cœur des institutions et voir comment ça se passe et que cela ne me servait de tremplin que pour une chose, pour arriver à la magistrature suprême. Donc j'avais pris un engagement, en tout cas j'avais dit aux populations qui m'ont élu dans l'Union Ekele que sachez que ce mandat que vous me donnez, c'est un mandat préparatoire à la prochaine élection présidentielle. Donc moi je suis vraiment au service de la nation. Quant si vous permettez, il y a un dernier qui a dit je suis fou, carrément. Parce que vous avez dit qu'on peut élire un fou. Il a peut-être pris ça au premier degré. Peut-être qu'il a direct, je ne sais pas. Non, j'ai été touché par ce compatriote que j'ai vu un peu dépité.
qui disait il a été parmi les premiers à me soutenir, mais je n'ai pas été cohérent. Bon, sur la crise anglophone, je n'ai pris que des positions depuis le grand dialogue national. Je n'ai pas été cohérent, je ne sais pas en quoi. Donc, s'il avait été peut-être plus étayé, j'aurais compris. Mais son propos s'apparentait quand même à une vulgate de dénigrement que je connais un peu dans les réseaux sociaux. Des gens qui estiment que comme je n'ai pas choisi de suivre un tel ou de ne pas faire ci ou ça, alors je suis incohérent. Non, je suis à la tête d'une dynamique depuis 2017. Dont tout le monde se moquait d'ailleurs. Et je remercie ce compatriote. Et je prends l'engagement de tout faire pour reconquérir son cœur. Parce que je crois qu'il a été dérouté. Il a dû écouter des gens à un moment qui ont dû le faire, soit un lavage de cerveau, ou bourrer son cerveau de désinformation. On va évoluer dans l'émission. Je vais le reconquérir. On va évoluer dans l'émission, justement. Le terrain, Cabral Libye, on vous a connu sur les plateaux télé avec toute la pertinence incontestable. Merci. On vous a vu enfin sur le terrain à partir de 2017 avec cette opération 11 millions d'inscrits. Pour cette année 2021, Elections Cameroun a enregistré 182 913 nouveaux inscrits pour un total global de 7 58 122 inscrits seulement. Va-t-on le dire au Cameroun, vous ne considérez pas que votre opération n'aura servi à rien? Non. Sur les 182 000, on y a notre contribution aussi. Mais je comprends le sens de votre question, c'est qu'on est toujours loin du compte. On est toujours loin du compte. Et pourquoi nous sommes loin du compte? Parce que l'une des plus grosses victoires de l'ordre gouvernant au Cameroun est d'avoir convaincu, réussi en tout cas, à éloigner les Camerounais du vote. Il y a plein de gens qui ont mis dans les têtes des Camerounais que ça ne sert à rien de voter. Et moi, je vous dis, chers compatriotes, celui qui vous dit ça vous a trompé. Quelqu'un qui vous dit que ça ne sert à rien de voter, c'est quelqu'un qui ne veut pas du changement. Il n'y a pas que l'autre gouvernement qui le dit, hein. Il n'y a pas que l'autre gouvernement. Il y a quelques leaders de l'opposition qui ont demandé aux gens de ne pas aller voter parce que ça ne sert à rien. Il y a même des leaders d'opposition qui sont même allés aux élections et qui après ont dit que ça ne servait à rien de voter. Allez comprendre quelque chose là-dedans. Quelqu'un parlait d'incohérence tout à l'heure. C'est peut-être pas chez moi qu'il faut la chercher. Donc, effectivement, il faut... Moi, je me tue à dire... Vous savez, au PCRN, j'ai créé... je dis bonsoir à M. Patrick Obam et même à M. Zourba Pabame, le guerrier guidard, qui travaille dans ce que j'ai appelé la délégation générale des élections, où nous sommes en train de faire un maillage territorial pour travailler au plus près des citoyens camerounais et les convaincre de s'inscrire sur les listes électorales. Figurez-vous, monsieur Jean-Jacques Zé, qu'en 1992, il y avait 3 100 000 votants. 3 100 000 votants, je ne parle pas d'inscrits. C'est-à-dire, je parle du nombre de Camerounais ayant voté. C'est eux les votants. 3 100 000 votants. On est en 1992. En 2018, il y avait 3 500 000 votants. C'est-à-dire de 1992 à 2018, il n'y a eu que 400 000 nouveaux votants. C'est-à-dire, je parle des participants actifs. En 1992, le Cameroun avait 12 millions d'habitants. En 2018, le Cameroun avait plus de 23 millions d'habitants. Donc, pendant que la population, tout court, est passée du simple double, le nombre de votants n'a augmenté que de 400 000. C'est pour ça que je dis que c'est la plus grosse victoire de l'ordre gouvernant. Je ne sais par quel stratagème, quel mécanisme ils ont réussi ça. Mais comme vous le dites, moi je dis souvent qu'ils ont réussi à mettre les gens sous programmation. Et c'est très intelligent. Alors s'ils l'ont fait, entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Mais nous on essaye donc de déconstruire. Et vous, particulièrement. C'est même pas seulement les partis d'opposition. Une faiblesse de proposition qui puisse convaincre les populations aujourd'hui à s'inscrire massivement? Sans doute oui. Et nous continuons à chercher la pierre tombale communicationnelle qui va permettre de convaincre les Camerounais de voter. Moi, ce que je dis aux Camerounais, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous votez, en fait, vous ne votez pas pour un individu. Vous votez pour vous-même. Parce que c'est un choix que vous faites. Vous savez, lorsque vous votez, vous faites un choix. Donc, l'acte de voter est un acte qui veut donner la chance à votre choix que vous avez fait de gagner.
Donc c'est pour vous-même que vous votez, c'est même pas pour un individu. Et lorsque vous ne votez pas, vous ne participez pas. Alors, si vous ne votez pas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Dites-moi. La guerre, il faut donc avoir des armes et tuer qui vous voulez et prendre sa place. Parce que, M. Jean-Jacques Zé, je connais et je suis vraiment l'un de ceux qui l'ont démontré. Je sais comment le pouvoir en place fait pour gagner. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui a fait 2 élections. Je sais comment ça se passe sur le terrain. Mais je vous dis, M. Jean-Jacques Zé, que la seule façon de bloquer ce qu'ils font, c'est le vote massif. Alors, vous prêchez pour le vote massif vous et la prêchez. Surveillance. Est-ce que vous savez, monsieur On est d'accord, vous prêchez pour le vote massif nous, on a mis des et la gens... surveillance Cabral Libye. Entre-temps, vous avez des partis politiques qui vous disent que tout ce que Cabral Libye raconte, c'est parce que lui a été élu, le problème serait de changer pratiquement le code électoral. Ce n'est pas également votre combat? Si j'ai été élu, vous savez, souvent on parle de moi parce que j'avais parlé des dispositions du bidon d'essence que j'avais prises. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Parce que j'étais à bout. Si je suis député aujourd'hui, si le PCRN a 3 députés dans l'Union Ekele, pour parler de la circonscription où j'ai été élu, Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est parce que nous avions un représentant dans chaque bureau de vote. Ce qui fait que le même soir, nous avons proclamé les résultats. Quand mon représentant allait à la commission départementale des votes, l'actuel maire des ECA, il avait toutes les copies des PV, parce qu'on avait gardé les originaux quelque part. Et je peux vous dire, ça, honorable NJP, même honorable Ngo ici peut vous le confirmer, et que le véhicule dans lequel ils avaient les originaux qu'ils devaient ramener sur Yaoundé, nos adversaires avaient mis un véhicule pour les retrouver sur la route Ezeka Boumiebe, les agresser et les arracher. Parce que tant qu'on avait les originaux, il était difficile de changer les résultats. Parce que les copies, on pouvait les contredire. Heureusement, c'est une crevaison qui leur a épargné cette agression à la sortie de la ville. Ils ont dû rentrer. Donc le véhicule qui les suivait est arrivé et est revenu. Voilà les réalités des élections. C'est parce qu'on avait les résultats. Alors ce que nous avons fait dans l'Union Ekele, ce que nous avons fait à Vouri-Est, ce que nous avons fait en Sanaga Maritime, et Dieu sait pourquoi on n'a eu qu'un député là-bas. Parce que parfois, on a simplement été incapable de surveiller. Ou alors, les gens que nous avons postés dans les bureaux de vote nous ont trahis et ont vendu le massif et la surveillance, le PV. Quel que soit le code électoral. Je vous pose une question. Pourquoi l'UDC a toujours gagné dans le Noun? Avec ce code électoral. Avec ce code électoral. Et Dieu sait que l'adversité, il y en avait dans le Noun. Je rappelle que le sultan, paix à son âme, roi de Bamoun, était membre du bureau politique du parti au pouvoir. Et qu'il n'a pas pu battre l'UDC. Parce qu'il votait massivement et surveillait le vote. Alors, si dans 2 départements sur 58, la preuve de l'efficacité du vote massif et de la surveillance a été apportée, pourquoi les gens ne s'organisent pas à ce que ça soit fait dans les autres départements? Donc, c'est bien de parler, de faire le savant, de faire l'intéressant. C'est pour ça que nous, au PCRN, nous tuons à la tâche. Vous savez, probablement, certains sont en train de me regarder, j'ai les traits marqués. Parce que j'ai roulé, j'ai d'ailleurs dû être au volant moi-même toute la nuit. Ce week-end, j'étais Lolodov, Bikala, Mougué, Mbigliki, Bipindi, sortant par Kribi. Je suis arrivé à Yaoundé à 4 heures. Malheureusement, j'ai trouvé qu'un oncle est décédé. Je n'ai même pas pu dormir. Il fallait sortir le corps, ainsi de suite, organiser les obsèques. C'est pour ça que j'ai les traits tirés. Pourquoi nous nous battons comme des fous à la tâche? Pourquoi nous nous donnons autant à la tâche? Parce que nous avons compris que oui, le code électoral d'ailleurs, le PCRN, et c'est le PCRN et le SDF, et l'UDC, c'est nous qui avons eu l'idée de mettre en place une commission qui va proposer une réécriture du code électoral. Et nous avons associé le MRC, l'UDPC, on l'a fait avec finalement cette partie politique UMS aussi à l'Assemblée nationale. Ce travail est fait, nous allons le présenter bientôt. C'est achevé, les textes sont traduits, les dispositions sont prises, c'est même plus dans quel hôtel. Donc, vous voyez que autant nous travaillons sur le chantier de la réécriture du code électoral, dont nous ne remettons pas en cause
la pertinence, mais il demeure que dans une approche réaliste et même d'efficacité, disons aux Camerounais que la clé, c'est le bulletin de vote. Et que tous ceux qui vous disent qu'il y a une autre clé, ils vous trompent. Très bien, on va regarder cet écran. Quelques photos vont défiler. Vous aurez quelques secondes pour réagir. Avec la réalisation, on peut ouvrir l'album de cette émission, Prosper Kouvondo, le premier. Ben, c'est mon père politique, hein. Enfin un de mes pères politiques. D'ailleurs, je lui rends particulièrement hommage dans l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, le fédéralisme communautaire. Et je dis là-dedans, je remercie Papa Kona Robert et Papa Massardine Albert Fleury. Eux sont les deux fondateurs du PCRN. Et je dis dans le livre que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier électoral. Donc je suis éternellement reconnaissant au professeur. Si on avait annoncé que le torchon brûlait entre vous. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut avoir eu des incompréhensions sur ci ou ça, mais fondamentalement, c'est un monsieur à l'endroit de qui j'ai un respect éternel et à l'adresse de qui j'exprimerai éternellement ma reconnaissance. Parce que s'il n'avait pas cru à moi, en 2017, je me souviens que nous avons signé la convention Univers 11 millions de citoyens. C'était un 11 décembre 2017 à l'hôtel des députés. Tiens, c'était prémonitoire. Et je me souviens, vous savez, les gens ne savent pas, je sais comment on a travaillé souvent. Ce monsieur est d'une humilité. On s'est retrouvés souvent sur le terrain, dans les sous-quartiers, à Ngaoundéré, un peu partout. Même pendant la campagne. Pendant la campagne, je me souviens, en 2018, il a tellement crié à battre campagne qu'il a perdu la voix sur les 10 autres jours qui restaient de la campagne. C'est un monsieur passionné, un père, quelqu'un qui a cru à moi et je me répète, beaucoup de à son endroit, beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance. On prend la prochaine photo de notre album de Degust ce soir. L'artiste rappeur engagé Valsero. Oui, d'abord c'est un très bon artiste. Il a réussi à faire ses preuves dans le champ musical qui est le sien. Il est sorti du lot, il s'est distingué. On l'a encore vu se produire récemment dans un pays étranger. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé ou qui m'a côtoyé en 2017, je crois. En 2017. On s'est vu plusieurs fois. Souvent, je suis même allé assister à certains de ses concerts à Bastos. Il se produisait souvent en Nouvelle Route Bastos dans un... Vous n'étiez pas invité au spectacle du Zénith? Non, non. Vous seriez parti? Et même... Vous seriez parti? Ben, pourquoi pas? Un spectacle que beaucoup ont baptisé spectacle meeting. C'est peut-être pour ça, justement, qu'on ne m'a pas invité. Peut-être. Peut-être que si ça avait été un spectacle normal, on m'aurait invité, mais enfin... Il est très présent maintenant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y avait suffisamment de monde là-bas. Si je m'en tiens aux images que j'ai vues, j'ai manqué à personne. En revanche, je voulais vous dire que c'est quelqu'un d'ailleurs avec qui j'aurais pu travailler en 2018. Parce qu'il m'avait fait la proposition d'une alliance. Il me semble d'ailleurs que c'est un incident qui a fait qu'on ne signe pas cette alliance parce que le jour où on devait se voir pour finaliser un certain nombre de choses, j'étais en émission dans une radio de la place, RIS Radio, je crois. Et ce jour-là, il est arrivé, il a voulu me voir. On lui a dit d'attendre un peu parce que j'étais en studio. Il a eu un accrochage dans le couloir avec M. Armand Ocol. Quand il est sorti de là, il a dit « Ok, comme c'est comme ça que vous faites, je ne travaille plus avec vous. » Et quelques jours après, je voyais qu'il signait la même alliance avec un autre parti politique. Est-ce que vous travailleriez avec lui aujourd'hui? Mais bien sûr. Quand même ses sorties sur les réseaux sociaux. D'abord, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, à cause de ses appartenances politiques, ne m'a plus en grande estime. Si je m'en tiens aux propos, quand ils ne sont pas injurieux, ils sont diffamatoires ou désobligeants, qu'il a souvent tenus à mon endroit, ben, je le lui concède volontiers. Parfois, je me dis même c'est artistique. Hein, vous savez, parfois un artiste ne dit pas toujours ce qu'il pense. Il dit des choses pour faire art. Donc le mensonge même parfois peut être une sorte de manifestation de l'art. Et sur ce coup-là, d'ailleurs, je crois qu'il est assez doué. En tout cas, quand il s'agit de moi. Donc, de toute façon, je ne doute pas un seul instant de sa volonté très prononcée de par ses chansons, avant même qu'il n'entre en politique, de sa disposition à œuvrer pour le changement. Et nous nous rejoignons au moins sur ce point. Nous n'avons pas les mêmes approches, peut-être pas les mêmes convictions, mais nous nous rejoignons au moins sur ce point. La prochaine photo.
Honorable Nourhan. Nourhan Foster, c'est une pétillante et sémillante députée du PCRN, très courageuse. Je me rappelle que pratiquement un an avant qu'elle ne soit députée, elle hésitait encore. Et que ce soit à elle d'ailleurs ou à l'autre, honorable Roland Goïssi, je leur ai dit, vous êtes de jeunes femmes, vous avez du talent, vous avez du potentiel, ça, vous allez apprendre, mais vous avez une chance. C'est que le champ politique camerounais actuellement est vide de la présence féminine. Et je ne vous apprends rien en le disant. C'est-à-dire, curieusement, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pratiquement plus de visage féminin politique de grande envergure. En tout cas, comparé aux hommes. Et moi, je leur ai dit, que ce soit à elle ou à Roland, je leur ai dit, mettez-vous au travail. Vous êtes de jeunes dames remplies de potentiel. L'avenir, c'est vous. Voilà. Mettez-vous au travail. Et elle s'est battue pour être élue. Vous savez, pour être élue à Vouri-Est, quand quelqu'un est élu à Vouri-Est, il faut lui tirer un chapeau. Est-ce qu'elle n'en fait pas un peu trop? Est-ce que vous, président du PCRN, vous réussissez à la cadrer? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, elle exprime ses opinions. Ses opinions peuvent ne pas emporter l'adhésion de tous. Mais ça, ce n'est pas nouveau non plus. Je rappelle qu'elle est élue d'un parti politique particulier qui est le PCRN. Donc, est-ce que ces prises de parole régulières, parfois très critiquées, n'embarrassent pas le parti? Mais est-ce que c'est parce que ces paroles sont critiquées que ça embarrasse le parti? C'est critiqué par qui? Par ceux qui l'ont disqualifiée d'être députée parce qu'elle vendait des mèches? Parce que ceux qui croient en elle aussi. Ceux qui promeuvent la société du reste à ta place? Parce que c'est une jeune dame entreprenante ou entrepreneur qui, avant d'ailleurs d'entrer en politique, s'est lancée dans le business, importait justement, créer ses boutiques de mèches, a construit un hôtel à Douala, a fait des choses avec son époux, M. Fotsing. Ils n'ont pas attendu. On a quand même l'impression qu'elle est beaucoup trop libre. Ils n'ont pas attendu, mais écoutez, si elle n'est pas libre, vous voulez qu'on la bride, pourquoi? Dans sa jeunesse, elle a le droit de s'exprimer. On peut même lui concéder de faire des erreurs. On peut même lui concéder des maladresses. C'est elle qui détourne l'argent d'Olembe pendant qu'on y est. C'est elle qui a bouffé 150 milliards là-bas. Non, mais écoutez, mais attendez, vous ne pouvez pas faire d'un plat chaque fois qu'un jeune député qui a commencé la politique il y a 2 ans, elle peut tenir des propos controversés, même des fois, qui peuvent être l'expression de son émotivité. Elle a même le droit de commettre des erreurs. À son âge et à l'expérience politique qu'elle a, elle a le droit de commettre des erreurs. Et on doit pouvoir les lui pardonner. Et ne comptez pas sur moi. Quand même, l'altercation de Bafoussam, vous l'avez classée dans des erreurs. Mais l'altercation de Bafoussam, j'ai fait une sortie là-dessus. Et avec elle à mes côtés, qui était totalement mensongère. Tiens, justement, parce que lorsqu'un gouverneur de région pond un communiqué, tout un respectable gouverneur de région, pond un communiqué truffé de mensonges, on veut faire porter le chapeau à ma jeune députée. Non. Lorsque le gouverneur dit les croyants étaient en furie, je rappelle qu'elle est musulmane. Donc on a voulu la faire passer pour une fausse croyante qui est arrivée à l'entrée d'une mosquée et qui a voulu écraser tous les croyants avec sa voiture. Mais non, mais M. Jean-Jacques Zé, il faut faire attention. Il y en a qui estiment qu'elle n'a pas le niveau, c'est leur problème. Qu'ils aillent se faire élire. Mais elle a la grâce d'être parmi les 180 députés de la République du Cameroun. Elle incarne une institution constitutionnelle. Ça peut plaire aux gens ou pas. Et je vous dis donc qu'à ce titre, on doit la respecter. Lorsque je vois une vidéo où un agent de force de l'ordre, parce qu'il s'est emporté, tient certains propos, vous devriez vous aussi en être outré. Vous devriez vous aussi en être indigné. Donc ce saisissement parcellaire de cette affaire, surtout que lorsqu'on a relaté ce qui s'est passé, ben c'était clair qu'elle a été provoquée. Oui, elle aurait pu faire montre de plus de maîtrise. On est d'accord. Mais cette manie de ceux qui n'attendent pas, même qu'elle tienne un propos, qui insulte sa peau, insulte son passé, insulte ses mèches, insulte ses enfants à longueur de journée. Alors lorsqu'elle a fait une sortie, il faut qu'on la grossisse comme ça. Moi j'ai un credo, monsieur Jean-Jacques Zé, je vous le dis, et ne l'oubliez jamais. Moi, je protège les miens.
et jamais on ne les touche. Très bien. On va prendre une autre photo de notre album, le professeur Maurice Kamto. Oui, quelqu'un à l'endroit de qui j'ai un énorme respect. Je rappelle par ailleurs qu'il a été mon enseignant de droit public international en 2e année. Et que par la suite d'ailleurs, on s'est retrouvé dans le même département où je fais mes études doctorales. C'est quelqu'un, le juriste qu'il est d'une renommée internationale indiscutable. Je suis juriste internationaliste, donc je l'ai lu et cité dans mes travaux. Maintenant, c'est un adversaire politique. Nous n'avons pas les mêmes points de vue, nous n'avons pas les mêmes approches. Et c'est au peuple de décider. Mais ça n'enlève absolument rien au respect que j'ai pour sa personne. Il est exclu qu'on retrouve une alliance. Il est exclu qu'on retrouve une alliance PCRN-MRC. Absolument pas exclu. D'ailleurs, nous travaillons ces jours-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le groupe des 7. Nous avons travaillé dans le groupe des 7. Et pour ceux qui sont souvent venus nous trouver au siège de l'UDC, ça a toujours été bon enfant, ambiance de travail. Non, il n'y a pas d'animosité en particulier entre le professeur Kamto et moi. En revanche, il est clair que je ne suis pas sûr que nos militants soient forcément de très grands amis. Je crois même qu'ils ne sont très loin de l'être. Et puis, c'est de leur droit le plus absolu. Le champ politique n'est pas non plus un champ où on s'embrasse sur la bouche. Donc, chacun lutte avec ses armes et c'est au peuple d'en décider. On prend, est-ce qu'on a encore une image, le Premier ministre, chef du gouvernement? Oui. Chief José Diongouté. Quelqu'un que je connaissais peu, que je connais d'ailleurs toujours peu, mais que j'ai rencontré et avec qui j'ai pu discuter lors du grand dialogue national. Et je l'avais d'ailleurs dit à l'époque, je ne sais plus à quelle occasion, moi j'ai été touché par son côté avenant. Vous savez, c'est quelqu'un, on a connu des responsables de son niveau qui sont pour certains condescendants, d'autres distants. C'est quelqu'un de plutôt avenant. Justement, dans l'escarcelle du grand dialogue national, il nous avait reçus, comme il le recevait d'ailleurs, en consultation tous les partis politiques. Quand il s'est agi du Covid, il avait également reçu les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pour qu'on fasse des propositions. Et ces rares moments où on s'est vu, il m'a laissé cette impression de quelqu'un d'avenant, de quelqu'un d'ouvert. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise impression. Maintenant, il est militant d'un parti politique qui n'est pas le mien. Donc, il fait partie des gens que le PCRN mais en tant que Premier ministre, très présent sur le terrain, dans le nord-ouest, le sud-ouest et un peu partout, pratiquement, c'est une approche différente. Maintenant, lorsqu'on est Premier ministre d'un gouvernement, est-ce qu'on est jugé, est-ce que l'efficacité est jugée sur le nombre d'apparitions sur le terrain au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Ou alors on attend de voir son magistère faire reculer la pauvreté, augmenter le pouvoir d'achat, résoudre la question de l'éducation, revoir le système éducatif. Bref, un Premier ministre, les chefs du gouvernement, son travail à lui consiste, et d'ailleurs la Constitution l'a très bien circonscrit, parce qu'à la vérité, dans notre contexte, le Premier ministre ne décide pas vraiment, ça c'est la Constitution. C'est un primus inter pares, comme le disent certains, c'est-à-dire un premier parmi ses pairs, dans l'ordre protocolaire. C'est d'ailleurs pour cela que, comme ce n'est pas lui qui nomme les autres, ils font à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'ai vécu récemment quelque chose de plutôt ubuesque. Je crois qu'il était à la pose de la première pierre d'une usine de cimenterie, je crois que c'était à Figuil. Et il a décidé de faire une visite inopinée au stade de Garoua. Curieusement, 2 ou 3 jours après, j'ai aussi vu que le secrétaire général de la présidence de la République allait lui aussi faire une visite là-bas dans le même stade. Bon, je me suis demandé à un moment lequel des deux doit donner la bonne version au président de la République, j'en sais rien. Alors, il est chef traditionnel, je voulais parler de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas sûr, au regard de la situation économique et socio-économique dans laquelle le Cameroun se trouve, je ne suis pas sûr qu'on doive lui jeter des fleurs. Il appartient à un gouvernement dont les limites de l'action sont connues de tous. Et il est le bénéficiaire de la mascarade électorale qui a émaillé l'élection de 2018. On n'attendait forcément pas le contraire, Cabral Libye. Mais il est chef traditionnel pour prendre cet aspect-là. On en trouve un peu plus dans notre pays maintenant. Des membres du gouvernement qui sont Sa Majesté et autres, un peu partout. La chefferie traditionnelle est très sollicitée. Y a-t-il une raison explicable pourquoi elle est si sollicitée aujourd'hui, la chefferie traditionnelle?
Oui, mais parce que c'est devenu pour certains une sorte de... Vous savez, c'est un rang nobiliaire qui confère à certains une certaine stature qui leur permet de renforcer le trafic d'influence. Bon, enfin, la plupart du temps, c'est de l'usurpation. Pour ceux qui vont lire notre ouvrage, nous consacrons des développements à la chefferie traditionnelle. D'ailleurs, on ne peut pas avoir théorisé le fédéralisme communautaire sans saisir la tradition, ce qui fait notre identité. Je vous l'ai dit, notre ouvrage vise à instaurer la paix, à reconnaître nos identités et à libérer notre potentiel. Et notre véritable potentiel, il est culturel. Et nous voulons sanctuariser nos coutumes et nos traditions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est à regretter que lui, pendant qu'il était justement à la pose de la première pierre à Figuil, qu'on ait interdit par exemple la danse Ngouma des Guidards. Vous connaissez cette danse où il y a des jeunes dames... Poitrine découverte. Alors, eux, c'est leur danse. Ben, on l'a interdit devant lui alors qu'il est chef traditionnel. Ben, peut-être qu'il a un souci avec... qu'il trouve ça indécent, je le lui concède, mais c'est la tradition des Guidards. Donc, nous voulons sanctuariser la chefferie traditionnelle. Donc, vous savez, dans le code électoral, on parle de l'ordre traditionnel. Vous avez noté. Mais en fait, l'ordre traditionnel, nous proposons de le codifier, de le structurer. Le texte de 77 doit absolument faire l'objet de révision. Le fameux texte de 77 qui crée les chefferies traditionnelles et qui comble de l'outrage à la tradition, les auxiliarise à l'administration. Non. Nous voulons désauxiliariser la chefferie traditionnelle. Faire de la chefferie traditionnelle le sanctuaire de notre identité, le sanctuaire de notre tradition, le sanctuaire de notre culture, le sanctuaire de nos traditions. C'est-à-dire, lorsqu'on va chez vous, les Makas, on devrait pouvoir aller à la chefferie traditionnelle Maka. Et moi, je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi la tradition est une affaire de degré. Premier, deuxième, troisième degré. Non, la tradition, c'est la tradition. Donc, je crois que c'est une chose, parce que vous savez, quand vous lirez l'ouvrage, certainement, nous pensons que la première matière première que nous avons, ce n'est même pas le pétrole, ce n'est pas l'or, c'est la culture. Et il faut travailler à l'industrialiser, c'est-à-dire à en faire un produit marchand et d'attraction. Vous n'avez même pas idée de ce que le Cameroun, dans sa diversité, peut apporter au monde entier, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation. Donc pour nous, la chefferie fait l'objet d'une perception absolument différente. Certains, s'ils le méritent, parce que la tradition, c'est quelque chose d'initiatique. Certains, s'ils le méritent, vont y rester. Mais pour l'heure, tant que la tradition est une affaire d'auxiliarité, où je ne comprends pas pourquoi l'État, s'il a besoin d'auxiliaires d'administration, n'a qu'à trouver des auxiliaires d'administration dans les quartiers et les villages. Pourquoi il faut y mêler la tradition? Ben, c'est absolument pas acceptable. C'est pour cela qu'il est bien que nous ayons des espaces. Lorsque je veux m'imprégner de la tradition Peul, que j'aille dans la chefferie traditionnelle Peul et que j'apprenne comment on fait les fantasias, comment on fait ceci. Quand je veux m'imprégner de la tradition Maka, imaginez ce à quoi ça peut donner lieu en termes de découverte touristique, en termes de produits marchands, je l'ai dit tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'ouvrage, nous allons même plus loin. Nous parlons de l'enseignement des langues locales. Parce que notre potentiel est inhibé à ce niveau-là. Nous nous bagarrons à cause du français et de l'anglais. Mais c'est à partir de nos chefferies que nous pouvons impulser tout cela. Faire de ces chefferies, effectivement, des musées, des sanctuaires de notre identité. Cabral Libye, on vous dira merci d'être venu sur ce plateau. L'ouvrage le téléchargement est terminé. Oui, l'ouvrage est en impression. Donc, de toute façon, je crois que si je ne dis pas une bêtise, la sortie publique de l'ouvrage, c'est le 11 novembre 2021. Merci pour l'honneur que vous avez fait à notre chaîne de télévision et à nos téléspectateurs qui ont été nombreux à réagir ce soir dans le cadre de ce programme de Gust qui s'achève malheureusement. Cabral Libye, on peut passer des heures avec lui. Il y a toujours à découvrir, toujours à apprendre et toujours à partager. On vous dit grandement merci. Merci à vous, M. Jean-Jacques Zé, et bonne continuation dans cette nouvelle aventure dans laquelle je vous découvre. Je vois qu'elle se porte plutôt bien. Pour le moment. On espère qu'on aura le soutien des élus du peuple parce qu'on veut être la télévision républicaine pour faire parler la République. On dit merci à tous les téléspectateurs. Passez une très bonne soirée sur votre chaîne de télévision.